Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Est-ce que c'est la fin du business? Est-ce que c'est la fin du business en ligne? Est-ce que c'est la fin du dropshipping? Est-ce qu'on pourrait le faire cette fois? Hugo, tu as déjà dû voir cette miniature et ce titre des dizaines de fois. Et est-ce que enfin pourrait-on faire cette miniature qui dit que c'est la fin du dropshipping? Qu'est-ce que tu en penses? Alors, bonjour tout le monde. Merci tout d'abord Enzo pour le fait corporate. Merci à toi. Alors, je dirais, comme je l'ai dit dans certaines vidéos, que c'est la fin du dropshipping bas de gamme. De la fin du dropshipping de clochard. Ouais. Exactement, où en fait, il n'y a aucune barrière à l'entrée, où le seul avantage concurrentiel va être le prix, et par rapport à ça, le prix, c'est pas un avantage concurrentiel sur le long terme. J'ai souvent pris l'exemple du vendeur de cigarettes devant un bureau de tabac. C'est très facile de vendre un paquet de clopes à 8 € devant un bureau de tabac qui le vend 10. Ça demande du talent pour le vendre 12, alors que le bureau de tabac le vend 10. C'est savoir se différencier. Quand on a un avantage que par le prix, en allant chercher sur la TVA et tout, c'est facile. On ne fidélise pas la clientèle parce qu'on n'est que sur du tarif et on vend que du prix au final. Ouais. On n'a que ça à vendre. On n'a que ça et on bâtit pas une stratégie sur du prix bas, sauf à condition de le faire à rythme industriel, à la Jiffy, à la Zara, mais avec des bases quand même qualitatives. Ce qui n'est pas en général la configuration des gens qui nous suivent et des e-commerçants qui peuvent regarder cette vidéo. Bonjour à tous les amis, vous l'avez compris, aujourd'hui on va parler de la nouvelle loi du 1er juillet 2021 sur la TVA qui fait peur à énormément de gens, énormément de youtubeurs, d'e-commerçants, de gens qui ne sont pas encore lancés, des gens qui ne savent même pas encore à quel point cette nouvelle loi pourrait peut-être être un problème pour eux. Et surtout, parce qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui êtes complètement perdus, qui ne savaient pas comment faire pour vous mettre dans les clous, pour le faire correctement, où est-ce qu'il faut s'inscrire, comment faire les déclarations. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir Hugo de la chaîne YouTube AH Fiscalité qui est avec nous. Bienvenue Hugo. Merci Enzo. C'est un plaisir de rassurer un peu les gens. On va essayer de rassurer un peu les gens ou de leur faire peur, je ne sais pas encore. Ça dépend, tu as des concurrents qui te regardent? Beaucoup. C'est la fin, c'est la fin. C'est Armageddon. Il y a 2 jours, on m'a dit putain la vidéo, machin, j'ai regardé la conférence de machin et tout, c'est de la merde. Putain, le contenu est dégueulasse, il sort des informations d'il y a 2 ans, ça apporte rien, c'est uniquement un funnel pour faire de la vente. Je dis ben en même temps, tu fais quand même partie des meilleurs, mon grand. Qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? T'es là, tu manges du caviar toute la journée. Et tu te poses la question quand tu vas manger un sandwich triangle à la gare, pourquoi c'est dégueulasse? Bon, bah voilà, c'est la base, ça paraît évident. Et du coup, j'ai fait venir Hugo, que vous connaissez certainement. Et si vous ne le connaissez pas, Hugo est avocat d'affaires, c'est ça? C'est comme ça qu'on dit, hein? Juriste. Bref, t'es pas au barreau, quoi. T'es pas au barreau, tu as décidé de travailler dans le privé. Tu fais du conseil pour entreprise. Et du coup, ça fait quelques jours que l'on discute sur ce thème de la TVA. Tu coaches énormément et tu fais du consulting pour énormément d'e-commerçants et d'entrepreneurs, notamment sur ces sujets de la TVA parce que tout le monde est un petit peu en panique. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va vous donner exactement le protocole, la méthode pour vous mettre en règle, éviter les problèmes parce que clairement, si vous ne faites rien, votre business pourrait tomber en lambeaux, là, pourrait brûler à feu de bois dans les semaines à venir et vous encourez même de gros risques. Donc, on va voir tout ça ensemble, comment est-ce que vous pouvez éviter tout ça et faire les choses bien. Et à la fin de la vidéo, et c'est pas du tout pour Watch Time qu'on dit ça, Hugo va également nous partager pourquoi énormément d'entrepreneurs gagneraient beaucoup plus d'argent en payant toutes leurs taxes, en payant la TVA et en restant en France plutôt qu'en s'expatriant. Et en essayant de gruger les petits impôts que énormément grugent. Et je pense que le premier point sur lequel on pourrait démarrer, c'est peut-être que c'est ça. C'est que la TVA foncièrement, pour les gens qui payaient toutes leurs taxes avant, ça ne va pas changer grand-chose. Ça change uniquement de fonctionnement. Le fonctionnement, on va vous l'expliquer, mais ça ne va pas changer grand-chose. La réalité, c'est que ça fait peur à tous les gens qui exploitaient peut-être un petit peu trop le système et qui ne respectaient pas les règles.
Mais ça, je vais laisser Hugo rentrer un peu plus dans le détail et nous expliquer du coup les grandes règles et les grandes lignes de cette nouvelle loi et surtout comment se mettre dans les règles. Les problèmes, rapidement pour introduire cette vidéo, on va commencer par les problèmes, ce qu'on aime tous, c'est que si aujourd'hui vous ne vous mettez pas en règle, qu'est-ce qui va se passer? Vos colis ne vont plus rentrer en Europe. Donc vos colis ne vont plus arriver chez vos clients. Si vos colis arrivent chez vos clients, c'est vos clients qui devront s'acquitter d'une taxe, donc d'une taxe, et en plus de frais de dossier supplémentaires. Autant vous dire que les notes Trustpilot, les avis et les commentaires sur Facebook, vous allez vous faire défoncer et vous allez perdre votre business très rapidement. L'autre problème pour énormément de personnes, c'est peut-être que les marges vont être compressées. Qui dit marge compressée, voire supprimée, dit business qui va disparaître. Et on le sait, il y a énormément de personnes qui sont dans ces cas de figure-là. Donc, regardez cette vidéo, vous allez voir que ça peut bien se passer pour vous aussi. Et le troisième point et le troisième problème, qui est certainement un des problèmes les plus importants, en tout cas, c'est le problème de tous les membres de la tribu e-commerce, c'est « Ok, j'ai compris, faut se mettre dans les règles, faut faire le truc bien, sauf que tonton Hugo, comment ça marche ?» Parce que c'est un bordel sans nom, on ne sait pas à qui parler, on ne sait pas quelles informations sont les bonnes informations, mais c'est la vérité finalement. Et puis comme d'habitude avec l'administration, on ne sait pas par où commencer tout simplement. Et donc c'est ce qu'on va voir ensemble dans cette vidéo. Et donc laissez un énorme like déjà pour remercier Hugo d'être venu partager avec nous. Dites-nous dans les commentaires juste en dessous, vous, quels sont vos problèmes ou qu'est-ce que vous avez mis en place ou tout simplement remercier Hugo d'être venu partager avec nous les solutions pour vous mettre en règle avec cette TVA 2021. Ceci étant dit, je pense que j'ai tout dit, Hugo. Et puis on peut te laisser démarrer. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, tu as exactement tout dit. Tu as dit quelque chose de très intéressant et qui mérite même d'être précisé. Alors, premièrement, moi, je suis pas mélanchoniste. Payer plus d'impôts, c'est pas ma logique. Disons que moi, l'intérêt, c'est que les gens soient riches pour que je puisse les conseiller et ensuite que je puisse être à mon tour riche. Ce que je veux dire au-delà de ça, tu as dit quelque chose, les gens qui le faisaient déjà sont moins inquiets. En réalité, les gens qui s'acquittaient déjà de la TVA, donc déjà, ils n'ont pas ce problème de rentabilité. Le principal problème que les gens vont avoir et que c'est pour cette raison que cette directive fait excessivement peur, c'est tout simplement « Ah, j'ai 15% de marge, ah ben c'est terminé le business. » Ben oui, un peu quoi. Si Bernard Arnault vendait ses sacs à 49 balles, il en vendrait plus, mais il ne serait pas très rentable. Le truc, pour ceux qui le font, qui ont déjà calculé leur marge en prenant en compte la TVA, c'est... Vous n'êtes qu'un collecteur, vous ne la payez pas directement, c'est le client qui la paye. Quand vous allez prendre une bière dans votre bistrot en bas de chez vous, vous payez la TVA et le bistrot reverse la TVA, mais c'est vous, consommateur, qui la payez. L'entreprise n'est qu'un collecteur d'impôts, c'est pour ça que les États aiment beaucoup. C'est une invention de la France, premièrement, la TVA, invention très exportée, comme le vin et le champagne, mais belle invention qui a été adoptée par tous les pays. Et donc déjà, ceux qui faisaient bien les choses, ils n'ont pas ce problème de rentabilité. C'est ça qui pose un problème à ceux qui débutent parce qu'ils se disent « Putain, merde, on me demande la TVA, on me la demandait pas avant, j'étais rentable, je ne suis plus rentable. » Ceux qui la payaient déjà ce problème, ils ne l'ont pas et même ils vont avoir beaucoup moins de problèmes parce que ils vont être facilités dans leur démarche, ça va être unifié, donc il n'y aura plus besoin de s'enregistrer dans tous les pays. Les régimes de vente à distance, et on va en parler, seront uniformisés. Pour ceux qui faisaient bien les choses, ils vont gagner même encore plus d'argent. Le vrai problème et le seul problème, je pense, finalement, c'est ceux qui démarrent, qui créent une auto-entreprise et qui, eux, étaient exonérés. C'était effectivement, encore une fois, une opportunité pour démarrer en étant en France, en faisant les choses bien, etc. Il y avait cette facilité, il y avait cette opportunité. Et on va le voir parce qu'Hugo va nous le présenter dans quelques minutes. Dans cette règle, cette nouvelle loi, il n'y a plus d'exonération et dès le premier euro, il faut payer de l'impôt dessus. Et du coup, cette structure de société qui était l'auto-entreprise ou la micro-entreprise, elle a 50 noms depuis que je suis parti, c'était vraiment une opportunité pour permettre aux gens de démarrer rapidement, de démarrer facilement et de pouvoir se lancer dans le dropshipping.
Aujourd'hui, effectivement, ce dropshipping-là, ce e-commerce-là n'existe plus. Les barrières à l'entrée sont plus nombreuses et il va falloir directement démarrer avec du capital et démarrer en professionnalisant votre business. Les vendeurs de tapis et autres vendeurs de formation à 2000 € n'ont qu'à bien se tenir parce que aujourd'hui, si vous ne connaissez rien à l'internet ou au business, se lancer dans le dropshipping, ça va être beaucoup plus compliqué qu'hier. Mais qui dit beaucoup plus compliqué qu'hier dit beaucoup moins de gens sur le marché et qui dit certainement une énorme opportunité pour tous les gens qui sont déjà en place ou pour ceux qui vont réussir à se lancer et à faire les choses correctement. Comme d'habitude, c'est toujours les deux faces de la même pièce. Ce qui a des avantages a des inconvénients et ce qui a des inconvénients a des avantages. Je pense que pour le coup, ça va donner beaucoup d'avantages à tous les gens qui font les choses bien, à tous les gens qui sont déjà lancés. Et c'est vraiment une opportunité de marché parce qu'aujourd'hui, clairement, et moi, dans plusieurs situations, ce qui m'a obligé à jouer le prix, surtout quand je faisais de la pub sur Facebook Ads ou même sur Google, parce que sur Google, on est vraiment en mode marketplace, c'est ce côté où toi, tu vends ton produit, tu es directement en concurrence avec un Américain ou avec un Chinois qui revend en direct et qui, lui, littéralement, paye pas toutes les taxes. Et il les paiera jamais. On va pas se leurrer. Sauf, effectivement, on verra peut-être si la répression et les différentes lois appliquées fonctionnent. Et ce que ça va créer, c'est surtout un arrêt de cette concurrence déloyale qui aujourd'hui est appliquée depuis très longtemps et qui était finalement dominatrice du marché. Donc, il va y avoir une énorme transformation, je pense, et du marché, et de la façon de vendre, et du marketing. Et on aura l'occasion de revenir un peu là-dessus, peut-être, à mon avis, à la fin de la vidéo. On va revenir peut-être un petit peu plus à la partie légale. Hugo, du coup, dis-nous tout. Ce qui est très intéressant dans ce que tu as dit, c'est que tu parles de la course vers le bas, la course du prix vers le bas. Et j'aime bien le dire pareil pour les impôts, c'est que les gens font la course et prennent des risques pour uniquement gagner 20%. Pour uniquement gagner 20%. Ils ne peuvent pas gagner plus. C'est la limite. Tu avais invité sur ta chaîne le grand méchant du web que je suis personnellement, Tougan. Et Tougan dit, en fait, le tout, on peut vendre un iPhone 1 million d'euros. Alors, au début, ça surprenait les gens. Je le fais simple et pas aussi bien que lui, avec beaucoup moins de storytelling. Il suffit, par exemple, pour Bernard Arnault de mettre tous ses contacts et de mettre en vente son téléphone. C'est le téléphone de Bernard Arnault avec tous les contacts de Bernard Arnault. On peut le vendre 1 million d'euros. Le tout est une question de valeur perçue et il est tellement plus simple en soi et les possibilités de vendre plus cher sont tellement plus illimitées, même si tu vas pas vendre un truc en plastoc à 3000 balles, on est d'accord. Oui, c'est ça. Faut trouver les solutions pour augmenter la valeur, mais il y a plus de solutions dans ce sens-là que dans l'autre, quoi. Exactement. Et tu peux gagner beaucoup plus. Tu as parlé de l'auto-entreprise qui, à très juste titre, est exonérée de collecter la TVA. Mais en réalité, techniquement, il devait payer la TVA à l'importation. Cette fameuse TVA qui demande par l'IOSS. TVA qu'il ne pouvait pas récupérer. Et en fait, il faut comprendre que ce régime-là devait leur permettre de gagner un peu plus d'argent. Mais d'un autre côté, ils ne pouvaient pas récupérer la TVA sur les pubs Facebook. Alors, je sais déjà qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai pas de TVA sur les pubs Facebook ». Non, tu es en auto-liquidation de TVA, c'est-à-dire que tu es à 0%, tu la payes et tu la récupères immédiatement. En auto-entrepreneur, tu es en TTC, tu récupères pas ta TVA quand tu es en France. Donc, ils payaient 20% de plus de budget pub. Ensuite, les gens sont un peu trop partis sur la publicité. Sur la publicité, ils mettent des budgets astronomiques. Est-ce que diminuer de 30% le budget pub va diminuer le chiffre d'affaires par 30% ou seulement par 15%. À ce moment-là, c'est que ta pub n'est pas effective. Mais on balance le maximum, on espère que ça marche et après on dit « Ouais, mais je ne suis pas rentable si je paye la TVA ». J'aime bien prendre l'exemple du kiosque à pizza de Clermont-Ferrand. J'ai un kiosque à pizza à Clermont-Ferrand sur le parking Carrefour. Pour faire connaître mon kiosque, j'ai plusieurs choix. Je décide, en étant un peu fou, de prendre un spot publicitaire pendant la Coupe du Monde de football, pendant la finale. 30 secondes. Je fais un crédit, je m'endette. Effectivement, tous les gens vont voir ma pub. Tous les gens. Mais avant de la rentabiliser, avant
pizzas à 10 balles, je pense que je vais endetter mes futures générations également. Donc la pub, c'est comme tout entrepreneur, c'est l'art de la publicité, c'est dépenser le moins possible pour avoir le plus possible. Ouais, le meilleur retour sur investissement. Effectivement, il va y avoir, et ça c'est un autre des paramètres du changement marketing qu'il va y avoir, c'est-à-dire, avant c'était, tu fais une vidéo, par un Indien sur Fiverr, tu l'envoies en publicité, tu cliques sur 3 boutons, tu as des coûts d'acquisition à 30 € parce que ta pub est merdique. Bon, c'est pas grave parce que de toute façon, tu marges à 50 et tu payes rien à nulle part et donc tu arrives à t'en sortir. Aujourd'hui, on va revenir sur une réalité plus vraie du business qui est que trouver finalement cet équilibre, cette équation d'injecter 1 pour gagner 2 en sortie, 2 et plus, bien évidemment, c'est pas accessible à tout le monde en fait. Hein. C'est pas accessible à tout le monde et il va falloir être plus judicieux sur ces investissements, sur l'investissement de sa thune. Moi, je suis en plein dedans là, notamment parce que si on a plusieurs shops et aujourd'hui, je suis limité. Si j'avais plus d'argent, je pourrais aller plus vite. Bah ouais, ça fait partie du jeu aussi de toutes les sociétés, d'apprendre à gérer son cash flow et d'investir de la publicité. Tu peux pas en investir tout le temps, à fond, avec une espérance de gain qui est toujours positive. C'est pas la réalité, quoi. C'est pas la réalité du business. Ouais, je peux en parler. Moi, à chaque fois que j'ai fait des pubs, j'ai perdu du fric. Je suis un grand spécialiste de la pub. Donc, j'ai décidé de plus en faire du tout. C'est beaucoup plus simple et beaucoup plus économique. Heureusement, t'es plus doué dans ton domaine, quand même. Heureusement, oui, parce que sinon, ça serait inquiétant. Là, je serais un escroc, là, à ce moment-là. Je serais déjà en prison, je pense. Et c'est l'opportunité, tu parlais d'une opportunité, et tu dois peut-être mieux le savoir que moi, mais on en avait parlé lors du live avec la tribu. Les coûts publicitaires ont diminué, d'après ce qu'on m'a dit. Bien sûr. Et ça devrait... Facebook et tout ça. C'est pas encore instantané là, parce que je pense qu'il y en a qui vont encore tirer sur la corde et qui vont essayer de passer entre les mailles du filet, mais ça devrait, en tout cas, il devrait y avoir un énorme écrémage dans les semaines, dans les mois à venir, ouais. C'est sûr et certain. Et ça va être pour le meilleur, que ce soit pour le marché ou pour effectivement les différents investisseurs en publicité. Mais là, il y a un regain au niveau des marges et une baisse des coûts publicitaires qui s'est déjà fait sentir, direct. C'est un avantage. Énorme. Donc, et également, le problème des auto-entrepreneurs, c'est le principal problème. Bon, je le fais rapidement, et ça, j'avais fait une vidéo sur ça il y a assez longtemps. C'est qu'en fait, le mec, il achète un produit. Je ne fais pas de dropshipping, donc si les montants de publicité ne correspondent pas, c'est à titre d'exemple. J'entends les commentaires, je me les prends suffisamment. Tu vas jamais gagner en faisant 5 € de publicité. Déchaînez-vous, les amis, en commentaire sur Hugo. C'est avec plaisir. Oui, j'ai l'habitude. Le mec achète un produit 10 € avec les frais de port et tout. Il se dit, je vais faire 5 € de publicité. J'ai pas de TVA, je vais le mettre à 20 €. Donc il est content, il a de la marge. Il a 5 € de marge, c'est pas mal. Sauf qu'en fait, tous les montants qu'il a pris sont des montants hors taxe. Le produit chinois est un montant hors taxe. C'est-à-dire que le produit, quand il dit je le vends 20, il doit se dire il faut que je rajoute la TVA dès le début, que je le mette à 24,90 € ou 23,99 €. De cette manière, jusqu'à ce qu'il arrive dans les seuils, il va gagner plus d'argent parce qu'il n'a pas la collecte de la TVA. Et il sera quand même rentable une fois qu'il collectera la TVA. Il devra y passer, ouais, bien sûr. Parce que le 20 €, quand il vend 20 €, même s'il a 5 € de coût de publicitaire et qu'il a 5 € de marge, du jour au lendemain, il se retrouve de 20 € à 16,66 €. Donc, il gagne plus que 1,66 €. Et c'est là qu'il se dit, ouais, et si j'augmente mes prix, je vais plus vendre. Mais si tu mets ton prix à 24 € et que tu vends pas, ça sera exactement le même résultat. C'est pas une excuse en soi. Et ça commence à taper. Ça commence à taper. J'ai fait une vidéo samedi, vidéo du samedi. C'était samedi dernier. Sur une personne, une auto-entreprise française qui avait une marque, je la citerai pas, elle m'a menacé de m'attaquer en diffamation sur le moment. Je vais rappeler que la diffamation c'était faux et quand elle met un contrôle fiscal en public, c'est difficile de dire que ce qu'on dit est faux.
Et en fait, elle a dit mais je savais pas que je devais la TVA. Et là, le contrôleur, il vient me voir, il me demande 66 000 € d'impôts. Je vais devoir liquider mon business. Et là, les gens me disaient ouais, tu profites de la difficulté d'une nana. J'ai fait non, parce qu'en plus elle a fait d'autres conneries. Elle a commencé à faire une cagnotte pour payer son contrôle fiscal, ce qui est totalement illégal. Pour s'enfoncer totalement. Non, mais c'est fabuleux. Et en plus, elle a pris exactement le... Ah non, mais là, on voit l'entrepreneur. Et pourtant, elle a des beaux produits. Hein. On voit l'entrepreneur. On lui demande 66 000 €. Elle fait une cagnotte de 66 000 € sur sa société. Sans se poser la question de comment ça va être traité, les 66 000 € que sa société va recevoir. C'est du pur profit. Elle va devoir payer l'impôt sur la société dessus. Et peut-être même la TVA. Et en plus, c'est totalement illégal. Elle ne pouvait pas faire pire, à part peut-être que si le contrôleur fiscal arrivait, de lui mettre un coup de batte de baseball, quoi. Mais ça, c'est typique sur Internet, et c'est pas du jugement de valeur. Faites pas une connerie plus grosse que la première que vous avez faite pour vous enfoncer. Et de toute façon... Et c'est peut-être le moment d'ailleurs d'introduire ton expression favorite, qui est « ne poussez pas mamie dans les orties ». Est-ce que tu peux nous en parler un peu de cette expression ? Alors, c'est une expression qui est valable partout et que ceux qui me suivent m'entendent le dire. C'est que, en fait, la fiscalité, on peut jouer quelquefois, mais quand on commence à jouer avec la fiscalité, il faut connaître le premier principe de base. Pour jouer, il faut connaître les règles. Tout simplement. Si tu connais pas les règles, tu vas pas jouer avec des règles que tu connais pas. Sinon, tu es sûr de devenir perdant. Si tu sais pas piloter une moto, tu vas pas monter sur un circuit parce qu'au premier virage, tu vas te mettre une pelle monumentale. Avec un peu de chance, tu auras quelques bleus. Avec moins de chance, tu finiras en fauteuil roulant. Mais c'est pareil dans le business, en quelque sorte. Et pousser mamie dans les orties, c'est la tendance, c'est la fâcheuse tendance de toujours vouloir plus. Mais ça, c'est très français, hein. Ma mère est pareille. Donc le truc, c'est, par exemple, vous dites à quelqu'un, vous n'avez pas besoin de passer 6 mois et 1 jour dans un pays. Le mec, il vous dit, je vais passer 2 jours. Non, mais il y a une limite entre 2 jours et 183 jours. Ça, c'est tout le temps vouloir pousser à l'abus et de chercher des solutions qui, quelquefois, sont beaucoup plus complexes. Et souvent, la solution, c'est la solution la plus simple. Au lieu d'aller chercher des solutions sur comment éviter cette TVA, qui va prendre un temps fou, mais t'as qu'à augmenter tes prix, c'est 100 fois plus rapide en réalité. C'est 100 fois plus rapide. Et ne pas pousser mamie dans les orties parce qu'on joue avec des personnes plus fortes. Et là, je me suis trouvé une autre expression que ça me fait plaisir de partager avec toi en avant-première. Je dis que jouer au con avec l'administration fiscale et se croire plus fort que l'administration fiscale, c'est comme être dans la rue et traiter Mike Tyson de tapette. La seule chance que tu as de t'en sortir, c'est qu'il t'ignore. Mais par contre, s'il s'occupe de toi, tu peux déjà appeler ton dentiste. Et c'est exactement pareil. On n'est pas plus fort que l'administration fiscale. Elle en a fait tomber des bien plus gros, avec des bien plus gros cabinets d'avocats, avec des montages qui étaient beaucoup plus complexes que le petit dropshipper qui commande son produit. Vous partez déjà perdant. Et pour ceux qui sont en France ou qui sont en Europe, ça, c'est à peu près pas. Et c'est partout pareil. Il faut comprendre que l'administration fiscale, elle n'est pas là pour vous planter. Elle n'est pas là pour vous flinguer. Elle n'est pas là pour vous achever sur place. Mais par contre, si vous commencez à la prendre pour une conne et jouer au plus con, j'avais mon boss qui avait une expression qui disait qu'au jeu du plus con, c'est tout le temps le premier qui est perdant, car il n'y a rien de plus simple qu'être plus con que quelqu'un d'autre. C'est donné à tout le monde. Et à partir de là, vous exposez en fait, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Et sinon, il ne faut pas se dire entrepreneur, il faut se dire pirate. Mais à ce moment-là, à une époque où tout est tracé sur Internet, prendre des risques, parce que le fiscal, aujourd'hui, ça ne pardonne pas. On ne va pas faire des discours politiques. C'est bien plus facile de taper un entrepreneur qui bosse sur Internet que de taper d'autres catégories de personnes. Mais ça, c'est un autre débat. Mais on ne vous fera aucun cadeau. Vous serez la sangsue, vous serez la vermine, vous serez l'exemplaire. Vous êtes l'exemple à abattre. Donc, il faut penser à ça également, et surtout à une époque dans laquelle nous sommes, où on voit beaucoup de pubs, la planche à billets elle tourne, mais il y a un moment où va falloir payer, et ça va être les impôts, automatiquement. Il faut pas se leurrer, il faut pas rêver. Donc,
Et aujourd'hui, ils s'y intéressent très fortement à cette activité d'Internet qui a été mise en plus en exergue pendant le confinement, où on a vu beaucoup de gens commander. Et pour vous donner un ordre d'idée, en 2019, les recettes de TVA françaises représentaient 51% du budget de fonctionnement de l'État. Ça veut dire que la moitié des financements de l'État, que ce soit les hôpitaux et tout, étaient financés par la TVA, d'où l'importance pour l'État de la TVA et qu'elle compte pas la laisser partir. Avec le confinement, on est passé à 36%. Donc ils ont perdu de la thune, donc ils partent à la chasse, quoi. Et dans tous les cas, c'est énormissime, hein, parce que le système était tellement mal foutu que je veux dire, quand tu voulais faire les choses bien, ne serait-ce que payer la TVA, devoir t'inscrire dans tous les pays avec des formulaires incompréhensibles, dans des langues incompréhensibles, avec des intermédiaires qui se gavent sur ta tête, plus que la marge que tu vas générer sur la commande que tu vas envoyer. Je veux dire, c'était imbuvable. C'était vraiment, vraiment imbuvable. Et donc, voyons un peu ce qu'ils nous ont à nous apporter. Hugo nous a fait une super petite présentation. Il va nous partager du coup un peu les grands points qui ont changé, les choses qu'il faut qu'on comprenne pour remettre un peu la lumière à tous les étages ou la pendule à l'heure. Vous voyez ça comme vous voulez. Donc pour mettre aussi le bon vocabulaire, le bon jargon derrière, que vous puissiez y comprendre quelque chose. Bon, déjà parce qu'il y a de fortes chances que la moitié d'entre vous n'ayez pas fait Saint-Cyr. Et il y a l'autre partie qui effectivement mélange beaucoup de choses, parce que c'est des sujets qui sont assez complexes et on aura tendance quand même à tout mélanger. Typiquement, TVA importation, TVA collectée, TVA payée. C'est des trucs qui, si on l'a jamais étudié, on a tendance à se mélanger les pinceaux. Et on voit souvent dans les groupes Facebook, dans les conversations WhatsApp, le mec qui parle de la TVA, mais tu me parles de quoi? La TVA à importation, la TVA sur la vente, la TVA, de quoi parle-t-on? Donc il va nous remettre un peu les pendules à l'heure, et puis après on va justement pouvoir voir la démarche étape par étape pour se mettre dans les clous. À toi de jouer, Hugo. Ah ben parfait, c'est parti. Sur les discussions de... attends, d'ailleurs, j'ai oublié. Si vous êtes pressé, que vous n'avez pas le temps de regarder cette vidéo en détail, regardez dans le lien juste en dessous. Il y a Hugo qui va vous offrir déjà sa petite présentation toute mignonne, et qui a fait également un mini cours sur la TVA avec tous les trucs à faire et la petite démarche. Donc si vous voulez maîtriser vraiment cette modification de la TVA, profitez de cette petite formation gratuite qu'a donnée Hugo. Tous les documents sont dans le lien juste en dessous. C'est lui qui s'est proposé de faire le lien, de faire la page, de vous filer ce cadeau. Donc merci encore à lui, et c'est juste en dessous dans la description. Voilà, je tenais à le dire avant que j'oublie. Et c'est toi qui l'offres indirectement. Hein. C'est toi qui l'offres indirectement. On est bon prince. La TVA, oui, effectivement, si tu vas sur des groupes Facebook voir les gens parler de TVA, moi qui suis fan du dîner de con, il y a de quoi organiser quelques-uns. Et avec des champions du monde. Il y a de quoi faire quelques soirées. Ah ouais, là, il y a du pignon, on va dire. La TVA, on va essayer de le faire le plus simple possible. Il n'y a qu'une TVA. Quand j'entends les gens en parler TVA à l'importation et tout ça, il n'y a qu'une TVA. Donc on va essayer d'expliquer ensuite, pas sur le PowerPoint, mais on va le faire à travers un petit graphique, ça sera super simple. La TVA, comme je vous l'ai dit, c'est un impôt de consommation. C'est le consommateur qui le paye, et vous êtes le collecteur d'impôts. C'est un peu comme une prostituée avec un Mac, collecte la paye, qui reverse son Mac à la fin. C'est pas elle. D'ailleurs, on pensait que cette réforme, elle aurait été réalisée sous cette forme-là. On pensait que c'est plus nous qui allions la collecter, que ça aurait été directement, par exemple, les payment gateway, donc type Stripe, PayPal, etc., qui auraient collecté la TVA pour nous et qui l'auraient reversée. Ça aurait été beaucoup plus facile et ça aurait été certainement beaucoup plus efficace. On le verra certainement par la suite. Effectivement, on pensait que c'était ça qui allait se faire. Je crois que c'est ce qu'on avait dit dans la tribu. Hugo, toi aussi, tu pensais que c'est la meilleure méthode qui pourrait être appliquée. Ils vont y arriver. Un jour ou l'autre. Ils vont y arriver. Et de toute façon, le contrôle, la faille va se retrouver sur le seul moyen de suivre parfaitement, ça sera avec les payment gateway. Il n'y en a pas 36 000, hein. Il y a Stripe, PayPal. Mais bon, je pense pas qu'il y ait trop de cons de l'ENA qui fassent du dropshipping et qui soient familiers avec ces concepts. Donc, il faut leur laisser un peu de temps de s'adapter. En France, il y a 2 écoles qui forment des cons, la Star Academy et l'ENA.
Mais ça y arrivera parce que vous avez tous les contrôles qui sont nécessaires sur Stripe et c'est possible que Stripe soit mis à contribution comme PayPal, c'est-à-dire qu'ils vont pouvoir geler une somme jusqu'à ce que vous justifiez, qu'ils vont pouvoir vous demander des justificatifs de paiement. De la TVA, des déclarations, c'est totalement possible et surtout qu'eux vont pouvoir faire le lien, et on le verra ensuite avec l'exemple des Chinois qui fournissent des IOSS, entre la somme qui est facturée au client et qui est encaissée, c'est sur ce montant que la TVA est collectée, et la somme qui est généralement déclarée. Donc si on compare les deux, si vous avez payé qu'un petit montant, on le verra très très vite avec Stripe, un simple Excel et c'est réglé. Donc ça, ils y arriveront, pas de suite, peut-être en 2022, on verra. Mais bon, il faut comprendre que vous faites que collecter la TVA et la reverser. Donc vous ne la payez pas, puisque dans une société, on récupère la TVA. On récupère la TVA, d'où l'importation, ensuite la TVA à l'importation. C'est important de le préciser. L'impôt, il faut le préciser. Pour toute opinion, vous avez votre produit à 20 € sur votre site. Sur ces 20 €, il y a 4 € qui ne vous appartiennent pas. Voilà, c'est aussi simple que ça. Voilà, tout simplement. L'impôt, il est territorial, donc ne pensez pas à créer des sociétés à Hong Kong qui étaient vantées par un certain formateur pour faire péter la TVA, je ne fais que reprendre ces termes. La TVA est un impôt territorial. Elle peut avoir différents noms, TVA, VAT en anglais, GST, Sales Tax aux États-Unis. L'important n'est pas où est votre société, l'important est où se trouve votre client, tout simplement. C'est-à-dire qu'une société européenne qui vend à des clients américains ne va pas collecter la TVA européenne, mais ça ne veut pas dire qu'il y a 0% de TVA. Il faut se poser la question, aux États-Unis, si tu es dans les seuils, si tu as dépassé certains thresholds, comme ils disent, mais c'est un impôt territorial. Oui, d'ailleurs, c'est une vidéo que j'avais commencé à préparer en mode comment payer beaucoup moins de taxes et notamment en vendant à l'étranger, parce qu'en plus, il y a typiquement des sociétés en France où tu fais 100% à l'export avec du coup des régimes un peu plus avantageux, etc. Est-ce que tu as le chiffre en tête de, par exemple, si demain je vais aux États-Unis, le seuil de VAT ou pas du tout? Alors, le seuil de VAT aux États-Unis, ça va dépendre des États. C'est implémenté dans chaque État. Ça veut dire que pour des Américains, ça va être plus simple de vendre en Europe aujourd'hui que vendre aux États-Unis. Ça dépend de chaque État. Grosso modo, si je ne me trompe pas, mais à vérifier, je pense qu'il y a 40 États. Il y a 40 États qui l'appliquent. 40 États qui l'appliquent, qui ont fait depuis 2018 ce qu'on appelle un Economic Nexus, c'est-à-dire que même si tu n'as pas d'employés et de bureau, tu dois la sales tax à partir soit d'un certain nombre de transactions, soit d'un certain chiffre d'affaires, ou soit des deux à la fois. Ça veut dire, généralement, tu as 3 seuils, 100, 200, 500 000 euros de CA, et tu as des nombres de transactions, 200 transactions. Et c'est soit et ou. C'est-à-dire que tu peux par exemple faire 300 transactions dans un état, et même en ayant vendu des chaussettes, et même si tu as fait 30 000 euros de chiffre d'affaires alors que le threshold il est à 100 000, tu vas devoir collecter la TVA là-bas. Parce que tu as fait le volume d'import, quoi. Voilà. Tu as fait le volume de vente. Et ça, dans le programme qu'on vous a mis, j'ai mis une partie sur l'automatisation de la TVA et comment suivre en direct, sans s'en occuper, tous ces seuils. Donc, c'est un outil à implémenter que j'explique et tout, et que j'utilise personnellement, donc j'ai aucun mal à le présenter. Donc, c'est ça le plus important. Impôt territorial, donc c'est pas parce que vous avez une société à l'étranger que vous allez y échapper. Pareil pour ceux qui parlent des seuils. Les seuils, par exemple, vous pouvez être exonéré de TVA en France. Si vous vendez qu'en Allemagne et que vous dépassez le seuil, vous devez la TVA, même si vous êtes un auto-entrepreneur, sous les seuils. Si vous avez dépassé le seuil de 10 000 euros de vente à distance, vous devez collecter la TVA dans les autres pays alors que vous seriez exonéré dans votre pays, jusqu'à un certain seuil. Donc il faut faire attention, c'est vraiment la seule question, c'est là où vous vendez et là où se trouvent vos clients. Donc vous vendez à Dubaï, il y a une TVA à Dubaï de 5%, un Dubaïote vend en France, il a une TVA de 20% parce que c'est le client qui compte. La TVA, il n'y en a qu'une, comme je l'ai dit précédemment, mais elle a différents noms. La TVA collectée, c'est celle que vous collectez auprès de votre client, sur votre prix de vente. La TVA payée, c'est toute la TVA que vous avez payée
qui inclut également la TVA à l'importation. La TVA à l'importation est une TVA que vous payez lorsque le produit arrive. Cette TVA payée va venir en déduction de la TVA collectée pour arriver à la TVA à payer. La TVA Alors à payer, justement, et c'est quelque chose que peut-être beaucoup ne connaissent pas parce que peut-être ils n'ont jamais importé de gros volumes ou de containers, etc. Parce que jusqu'alors, inférieur à 20 € et un gros volume des commandes passées, il y avait une exonération de cette TVA sur l'importation. Tu nous confirmes? Et du coup, effectivement, donc les gens ne le voyaient pas. Certains ont déjà eu le tour. Par exemple, si vous achetez des trucs qui coûtent beaucoup plus cher depuis les États-Unis ou depuis l'Asie, etc., des trucs assez volumineux, alors, et que votre vendeur avait bien déclaré que votre colis valait 300 balles, eh ben, vous devez payer une taxe en plus. Et en plus, en général, vous deviez payer des frais de dossier à la poste ou à DHL ou ce genre de choses. Ça m'est déjà arrivé. C'est déjà arrivé à des membres de ma famille qui, par exemple, achetaient au Japon des figurines particulières. Et donc, du coup, boum, on se retrouve à payer la TVA à l'importation plus les frais de dossier. Et aujourd'hui, ça passait comme une lettre à la poste parce que clairement, ils n'avaient pas les process. À mon avis, ils n'ont pas assez de gens pour checker tous les colis. Et du coup, parce qu'il y avait cette exonération sur les colis d'inférieur à 20 €. Alors, on va le voir aujourd'hui, il y a encore une. Et c'est là où, c'est là où ça poussait dans les articles. C'est là que. Voilà, exactement. Ça veut dire que. C'était là le crime. C'est là où Mémé se faisait pousser. Voilà, et le moindre contrôle, on se rendait compte. Ouais, c'était n'importe quoi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu faisais penser une planche de surf, ça passait sans TVA à l'importation, une guitare, voilà. Nous, on vend des tableaux. Tu as énormément de tableaux qui passaient. Quoi, alors que pourtant c'est volumineux, c'est grand, c'est machin, tu le vois que ça fait plus de 20 balles, mais ça passait sans jamais être checké, sans jamais rien ne soit demandé. Et donc effectivement aujourd'hui ça va être différent, mais on va le voir, ils ont levé même l'exonération jusqu'à 150 €, donc c'est pas forcément encore une fois qu'une mauvaise nouvelle. Alors, on va voir que ça peut aussi être intéressant. Ce qu'ils ont levé à 150 €, c'est ce qu'on appelle les droits d'importation. Alors, il faut comprendre qu'il y a deux composantes. Il y a la TVA à l'importation. La TVA à l'importation, c'est les produits qui rentrent en Europe. C'est-à-dire que si vos produits, vous les achetez en Allemagne, la TVA, elle est intracommunautaire. C'est uniquement lorsque le produit rentre en Union européenne. C'est dès qu'il rentre, on doit la TVA à l'importation. C'est vous allez acheter une voiture en Suisse, au moment où vous passez la frontière, on va vous dire ah oui, maintenant la TVA sur la voiture. C'est la TVA à l'importation au produit, au premier passage de frontière généralement. Et ensuite, d'ailleurs, c'est un vrai sujet. Ça fait partie des cas spéciaux. On fera peut-être une vidéo plus tard sur le sujet. Parce qu'aujourd'hui, on n'a pas encore de réponse parce qu'on ne sait pas encore vraiment comment ça va se comporter. Tu fais arriver ton produit en Hollande. Il arrive chez un logisticien et après, il est débarqué au client final à qui tu payes la TVA, par exemple. C'est un des cas de figure, un des cas d'école que tu nous partageais, qu'on ne sait pas encore vraiment comment ça va se comporter. On ne le sait pas. Ça, on le sait pas. Il va falloir avoir du recul. Et je tiens à préciser aux gens qui ne me connaissent pas, je ne suis pas dropshipper. Donc, l'expérience, n'hésitez pas à m'envoyer des mails où c'est moi qui les lis, avec les retours d'expérience que vous avez. J'ai une communauté sur la TVA, donc j'ai des retours d'expérience. Là, on enregistre la vidéo début juillet. On va en refaire une, visiblement, à mon avis, fin juillet, parce qu'on aura le recul et on va voir comment ça se passe. On est plus dans la théorie que réellement dans la pratique. Donc, ça, c'est le grand suspense, comme par exemple, j'avais pas prévu que les Chinois allaient filer leur numéro d'IOSS à tout le monde. Ça, on l'a vu arriver. Donc, pour en revenir à nos 3 TVA, il n'y a qu'une TVA, mais elle prend des noms différents. C'est tout. Donc, pensez pas, la TVA à l'importation, elle est différente. La TVA à l'importation, c'est ce que vous payez quand le produit rentre. Le montant de TVA que vous allez payer sur ce produit va être déduit de la TVA que vous avez collectée, ce qui reviendra en fait comme si vous aviez versé que la TVA à collecter. Grosso modo, ça revient exactement au même chiffre. Si on prend un produit, tout simplement... Non, la TVA, c'est beau. T'as vu, marketing. Hein. Hors UE, à 10 balles, à 10 €, c'est forcément du hors taxe. Tous les prix que vous allez voir, sauf si c'est précisé sur AliExpress, c'est de hors Union européenne, donc c'est du hors taxe.
Lorsqu'il va arriver en Europe, on va lui dire « Hey Coco, plus 2 € de TVA à l'importation. Et toi, tu vends ce produit 24 € TTC. Donc, sur les 24 €, tu as 4 € de TVA. Un petit indice, parce que ça, j'ai vu un guignol sur Internet qui ne savait même pas retrancher la TVA d'un pourcentage. Pour avoir le prix hors taxe à partir d'un prix TTC, vous prenez le prix TTC, vous divisez par 1 plus la TVA. C'est-à-dire que si vous avez 20% de TVA, vous faites 24 divisé par 1,20. Vous ne faites pas moins 20%. Parce que si vous faites moins 20% sur 24 €, ça va faire 4,80 €. Et quand vous allez rajouter la TVA, il va avoir un problème quelque part. Donc, petit truc, il y avait un mec qui faisait une formation sur ça sur YouTube. Donc, moins 20%, vraiment le mec qui faisait un discount pour calculer sa TVA. Ah, il disait sur 20 €, vous avez 4 € de TVA, donc ça fait 16 € hors taxe. Quelquefois, on dit que les études, ça sert à rien, mais c'est beau. Il y en a qui prouvent le contraire. Donc, voilà. En gros, c'est ça. TVA à l'importation, 2 €. TVA collectée, 4 €. Donc, celle-là, vous l'avez payée. Celle-là, vous avez collecté. Et la TVA payée, c'est tout simplement celle que vous allez devoir reverser. C'est 4 moins 2, c'est 2. Puisque vous avez déjà payé là. Donc, vous n'allez pas payer 4 plus 2 que vous avez payé. Vous n'allez pas payer 6 € de TVA. Vous payez 4 € au final. Et en fait, l'IOSS, et ça on en parlera ensuite, ça permet d'éviter et de reverser que les 4 € de TVA, ce qui revient exactement au même que payer 2 fois 2 et 2, tout simplement. Et le gros avantage, surtout de faire ça avec tous les pays de l'Union européenne, sachant qu'aujourd'hui, si vous vouliez vendre en Belgique, en Allemagne, en Italie, en Espagne, vous deviez vous inscrire dans chacun des bureaux de TVA nationaux. C'était une galère. Et il fallait. Et ça coûte cher. Et puis ça coûte de la thune. Et il fallait rendre à César, à ce qui appartient à César, dans son pays. En gros, c'était relou as fuck, quoi. Aujourd'hui, vous payez tout à l'IOSS. Et après, l'IOSS se démerde et fait la redispatch lui-même. Ce serait ça, en tout cas, la promesse quoi, qu'on nous a vendue. C'est exactement ça. Et ça va être pareil sur l'OSS. On va en parler parce que l'IOSS, comme on l'a dit, c'est pour gérer cette putain de TVA à l'importation. Donc, IOSS, chez vous, ça doit résumer produit qui vient hors Union européenne. Tout simplement. OSS, il ne faut pas que ça vous fasse passer uniquement à Jean Dujardin, même si le 3e opus va arriver. OSS, ça va être quand vous allez vendre d'un pays européen vos produits qui sont en France, donc qui sont importés, qui sont européens, on va dire, dans un autre pays. Par exemple, vous allez vendre du pâté aux Estoniens, par exemple, ou du pain, ou des trucs comme ça. Mais vous n'avez plus besoin de vous enregistrer. Et là on ne pourra pas le déclarer dans l'IOSS aussi? Non. Ces deux choses, ça sera plus ou moins le même montage, en sachant que l'IOSS, vous allez devoir faire des déclarations mensuelles, tandis que l'OSS, ou le MOS pour ceux qui font de l'infoprenariat, c'est tous les 3 mois, généralement. Donc, c'est par trimestre, et l'IOSS, c'est tous les mois. Et ça, c'est quelque chose à savoir. Tout va pas être mis ensemble. C'est relou, ça. Parce que moi, j'ai des fournisseurs européens et des fournisseurs étrangers. Et donc, du coup, je vais avoir 2 TVA différentes. Enfin, je vais avoir genre 2... Oh, putain. Parce qu'en fait, tu auras un produit qui est... Mais c'est pas... En fait, avec un logiciel, c'est ultra simplifié. Oui, lui, il va le savoir, quoi. Voilà, il va le savoir. Donc, il y a l'IOSS, c'est généralement, vous l'utilisez lorsque vous importez un produit hors d'Europe pour un client final. C'est pour les dropshippers. Ils auraient dû appeler ça le DOSS, dropshipper OSS, quoi. Voilà tout simplement. La notion de TVA à l'importation, c'est uniquement pour les produits hors Union européenne. Et n'oubliez pas que cette TVA, indirectement, vous la récupérez. Donc, vous ne payez pas cette TVA à l'importation plus la TVA collectée. Non, elle se déduit, c'est une TVA payée que vous avez payée. Donc, voilà. S'il y en a qui sont clairs, que ce n'est pas clair, n'hésitez pas à poser des questions. Dites-le dans les commentaires, on vous répondra en différé. Voilà, c'est exactement. Le régime OSS, donc comme on l'a dit, c'est un régime réservé au sein de l'UE pour des ventes à distance. Avant... pour faire simple, vous aviez la France, vous aviez l'Espagne,
L'Italie. Le petit bonhomme en mousse. Belgique. Enfin, vous avez compris. Et l'Allemagne. Pas mal, désolé pour les Hollandais. Non, franchement, la géographie, c'est OK. Je le signe. Je ferai un NFT ensuite. Exactement. Grosso modo, quand vous étiez français, donc ici, il faut le préciser, je pense, et que vous vendiez à des Allemands, vous aviez ce qu'on appelait les seuils de vente à distance. Ces fameux seuils, peut-être que le terme ne vous dit pas quelque chose, mais c'est ces seuils où on vous disait 35 000 euros ou 100 000 euros, qui variaient d'un pays à l'autre. 35 000 euros en Espagne, 100 000 euros en Allemagne, 35 000 euros en Italie. Ces seuils de vente à distance, ça ne veut pas dire pas de TVA. Ça voulait dire que tout simplement, jusqu'à ce que vous soyez au-dessus du seuil et que vous vendiez en Allemagne, vous deviez appliquer et collecter la TVA française. À partir du moment où vous dépassiez ce seuil, donc que vous faisiez plus de chiffre d'affaires, vous deviez vous enregistrer à la TVA allemande avec le numéro DE à la TVA comme une entreprise allemande, collecter et reverser la TVA allemande. Aujourd'hui, le régime OSS, en fait, ça va être exactement pareil, sauf que c'est uniformisé à 10 cas de chiffre d'affaires. Et en fait, lorsque vous vendez en France, en Allemagne et tout ça, vous allez faire une seule déclaration à travers un seul numéro. C'est-à-dire vous allez vous connecter sur votre mini guichet unique, c'est comme ça qu'il appelle. Vous allez dire, en Allemagne, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Vous devez tant de TVA. En Espagne, j'ai fait tant de chiffre d'affaires. Vous devez tant. En France, ça c'est fait à part. En Italie et vice-versa, dans les 27 États européens. Donc, ça va être ultra simple. Vous n'avez pas besoin de vous enregistrer dans tous les États. Par contre, pensez à une chose. On en revient au principe qu'on évoquait au début. Pensez toujours selon les pays au taux de TVA. Parce que la TVA, par exemple... oui, par exemple, en France, c'est 20 et en Belgique, c'est 21. 21, mais il y a des exemples qui sont un peu plus larges. Je dirais que le taux de TVA le plus élevé, c'est la Hongrie, avec 27%, et le plus faible, je dirais que c'est le Luxembourg, avec 17%. Il y a 10 points de différence entre les deux. 10 points de différence, ça peut jouer sur... en plus, quoi. Ouais. Voilà, donc pensez, quelquefois, quand vous faites de la pub, si vous targetez les autres... d'autres pays, pensez tout le temps à avoir calculé votre marge en hors taxe. Parce que en Suisse, il n'y a pas un truc aussi? En Suisse, il n'y a pas un truc où genre il n'y a pas de TVA? Ah, en Suisse, il y a une TVA. Alors, je viens juste d'avoir mon enregistrement, ça je peux le dire. Vu que tu récoltes pas en Suisse, alors c'est assez casse-couille. J'ai dû passer par un mandataire. Ce que devront faire ceux qui ne sont pas d'Europe pour l'IOSS, on en parlera ensuite. Et en fait, j'ai un taux de TVA qui est de 7,7% sur les produits électroniques. C'est un taux qui est inférieur au taux de TVA ordinaire. Parce qu'en fait, ils te font un petit cadeau, ils te font une TVA plus faible, puisque tu ne peux pas la récupérer. Donc, vu que tu n'as pas de récupération, ils t'offrent un petit taux de TVA, mais là, tu dois t'enregistrer, tu as un numéro qui est en CHE. Ok, donc pareil, inscription obligatoire dans le pays, ils ne participent pas à l'IOSS, etc. quoi. Voilà. Pareil, l'Angleterre. L'Angleterre ne fait plus partie de l'Union européenne depuis un petit bout de temps. Donc, lorsque vous êtes que vous avez suivi des conseils, que vous êtes fait avoir à créer des limited à 30 balles à Shelton Street à Londres, vous allez devoir passer par un représentant en France pour l'IOSS, ce qui va vous coûter assez cher parce que il sera responsable de vos déclarations TVA. Donc, autant vous dire, vous n'êtes pas pote. Et c'est comme si vous demandiez à quelqu'un, écoute, si tu fais mal les trucs, c'est moi qui suis responsable et c'est moi qui paye ton contrôle fiscal. Vous avez très bien compris que ces gens-là vont demander des garanties financières. Des garanties financières, tu as différents types. Soit c'est des garanties bancaires, mais quand tu utilises TransferWise, tu ne payes pas beaucoup de frais, mais il ne faut pas t'attendre à avoir des services de banque. Donc, tu devras verser une somme, et cette somme que tu vas verser, selon le chiffre d'affaires et les déclarations que tu vas faire, sera plus ou moins important. Ce qui fait une immobilisation de la trésorerie. Donc, ceux qui ont des sociétés à l'étranger, qui ont suivi des conseils en disant « je vais créer une LLC aux États-Unis parce que c'est pas cher et qu'on m'a dit c'est 0% d'impôt et qu'il n'y a pas de CRS », et qui font du dropshipping, vous feriez mieux de... Déjà, c'est pas très intelligent avec les frais de change. Vous feriez mieux de rapatrier ça dans des sociétés européennes.
Parce que là, à l'IOSS, vous pourrez avoir l'IOSS au pire d'un transporteur chinois. Mais par contre, vous allez être à la merci de cette personne. Et si demain, ça va pas durer très longtemps, quoi. Ouais. Ça va pas durer très longtemps. Et aussi, petit détail, le numéro IOSS, ne tombez pas dans la mode de l'afficher partout sur vos sites internet et vos shops pour dire j'ai un numéro IOSS, parce que vous connaissez le monde mieux que moi de l'internet. C'est un monde de respect mutuel, de respect des règles, de bienveillance. Ça veut dire que les dropshippers, quand ils vont voir votre numéro IOSS, ils vont se dire, ils vont tirer dessus. Ils vont le prendre, ils vont faire les trucs à vous. Et un jour, on va vous dire, putain, bravo monsieur, vous avez fait 15 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ah, je comprends pas. Putain, si j'avais su, j'aurais fait une vidéo dessus. Ah oui, mais on vous demande la TVA sur ça. Donc, le numéro IOSS... Ça, quand même, je suis impatient de voir les premiers scandales. Ah, mais comment est-ce qu'ils vont gérer tout ça? Parce qu'effectivement, ça va fuiter. C'est normal. Il y a des numéros qui vont fuiter. Il y a des gens qui vont faire passer des colis sur des numéros IOSS qui ne leur appartiennent pas. Comment l'État va gérer ça? Je vous ai écrit celui d'Enzo Honoré. Voilà, c'est ça. Mettez ce numéro sur vos colis et ajoutez un petit cœur avec. Voilà. Ça, vous aurez un service spécial à la douane. Pour ceux qui ont compris, pour ceux qui n'auraient pas compris le second degré, c'est une blague. Hein. Oui. Donc, gardez-le confidentiel. Ouais. Et lorsque vous le communiquez avec vos agents et tout, vos agents, s'ils travaillent pour d'autres personnes, vous leur faites signer un document comme quoi ils ne le divulguent pas. C'est des contrats de confidentialité. C'est se professionnaliser dans le business. Des modèles, s'il y en a besoin, vous me demandez, j'en mettrai, il n'y a pas de souci. Mais faites ça et faites attention à votre numéro IOSS. Et ayez, même si vous décidez de passer par le numéro IOSS, par exemple, je sais qu'AliExpress le fait, mais cela ne vous exonère pas du fait de l'avoir, tout simplement parce que demain, vous ne savez pas si AliExpress va dire non, c'est terminé notre numéro, on veut votre numéro. Donc, ayez-le en sécurité et ça sert toujours. Et même demain, si votre agent fait de la merde et se fait radier son IOSS, ayez votre numéro d'IOSS. Faites les demandes. En France, c'est sur impôts.gouv. En Estonie, c'est à l'EMTA. C'est 3 clics. C'est super simple parce que je pense qu'il y a peut-être des gens qui regardent de l'Estonie. On a un membre qui nous a dit que c'était rapidement fait. C'est au service des impôts, donc c'est ultra rapide. On vous rappelle les amis, si vous voulez un récapitulé de toutes les informations qui sont dites dans cette vidéo, le lien est dans la description juste en dessous. Il vous a fait un petit cadeau Hugo, donc vous avez juste à cliquer, vous téléchargez tout, vous aurez un récap de toutes les informations bien au clair. Du coup, pour récapituler, si aujourd'hui vous avez une société française, vous avez une autre entreprise ou peu importe, il vous suffit d'aller sur le site du gouvernement et de vous inscrire à l'IOSS, d'accord ? De vous inscrire à l'IOSS. Le numéro IOSS vous permettra du coup de mettre ce numéro sur tous vos colis et quand vos colis arrivent en France, il n'y a aucun problème, c'est pas bloqué par la douane, il n'y a pas de taxe supplémentaire et tous les mois, vous ferez votre déclaration du chiffre d'affaires vendu dans le pays en corrélation bien évidemment avec les colis qui sont rentrés dans le pays. Et bien évidemment, chacun des colis sera traqué, il y aura un code barre, etc. Et donc, du coup, la France peut savoir exactement combien de ventes vous avez fait, et ce qui permettra pour eux de savoir exactement combien est-ce que vous avez vendu. Si vous avez une société à l'étranger, c'est-à-dire en dehors, donc on a donné également l'exemple pour l'Estonie, si vous avez une société en dehors, que ce soit l'Angleterre, que ce soit les États-Unis ou Hong Kong ou peu importe sur la planète, vous allez devoir vous inscrire à la TVA dans un des pays européens, donc obtenir un numéro de TVA en Europe, et ensuite pour faire la demande du numéro IOSS. Alors la loi n'était pas claire, Hugo me disait sujet à interprétation.
Et visiblement, en fait, c'est très clair. Il faut passer par un représentant légal. Vous ne pourrez pas faire la demande d'IOSS au nom de votre société étrangère. Vous allez devoir passer par une société qui le fait pour vous. C'est bien ça, Hugo? Voilà, et qui sera en fait ce représentant, ça va être la personne à qui l'administration fiscale va conduire Demande le des contrôle. comptes. Et ça veut dire que si vous payez pas la TVA, c'est eux qui vont la régler. Donc autant vous dire, dropshipper de Dubaï qui va aller voir un mec, le mec va pas risquer, il va pas vous payer vos amendes et votre contrôle fiscal. C'est-à-dire qu'il va avoir des constitutions de garantie assez conséquentes, et c'est le problème également, comme on avait dit, c'est que quand vous utilisez des néobanques, vous pouvez pas avoir votre banque qui fournit par exemple une garantie à première demande. Vous allez être obligé de vous séparer de ce cash et de le mettre de l'avoir dormant, tout simplement. Donc pensez, si vous êtes à l'étranger, pensez à rapatrier peut-être vos business en Europe à travers des sociétés européennes, surtout si vous êtes en Europe. Mais si vous êtes à l'étranger, pensez à passer par une société européenne. Ça sera beaucoup plus simple. Ouais, c'est ce que tu disais, hein, aujourd'hui. Même s'il y avait encore peut-être quelques avantages à avoir des sociétés étrangères, aujourd'hui, avec ce changement-là, si vous faites de l'e-commerce, vaut mieux rapatrier en France, quoi. Ah, en France ou ailleurs en Europe? À Non, partir mais du en moment où Europe, t'as une société, en Europe. à partir du moment où tu as une société en Europe, déjà, tu as Stripe aux frais européens. Avec le 3D Secure, en plus, ça facilite un peu les transactions. Donc, tu gagnes 5 points quasiment sur les taux de change, sur des petits produits. Plus, tu n'auras pas besoin de constituer de garantie pour toutes ces déclarations de TVA, etc. Est-ce que tu as encore des choses à nous partager, ou on peut rentrer dans pourquoi est-ce que c'est une bonne chose et comment est-ce qu'on peut en profiter? Alors, la dernière chose, c'est qu'il faut comprendre que ces abrutis de l'Union européenne, ces technocrates, au lieu de réformer tout le système, ils ont juste rajouté, c'est un millefeuille. C'est-à-dire, ils ont rajouté une couche, l'OSS, ils ont rajouté une couche, l'IOSS, mais ça veut dire que le régime normal existe toujours. C'est-à-dire le régime que vous connaissiez avant, qui est normalement réservé aux opérations de stockage. Ça veut dire que si vous stockez dans les pays, vous devez être enregistré à la TVA dans les pays, même si vous avez un IOSS, même si vous avez un OSS. Si vous êtes une société française qui a du stockage en Italie, du Pan-Europe chez Amazon, vous allez toujours devoir être immatriculé à la TVA dans ces pays, comme le régime ordinaire avant. Et également, ça concernera les opérations qui sont hors champ de l'IOSS. Il faut savoir que l'IOSS va jusqu'à 150 € de mémoire. Et au-delà, ça sera le régime ordinaire. Donc c'est un millefeuille et il faut voir comment tout va se mettre en place. C'est comme la TVA qui va être collectée chez vos clients. Il faut savoir que l'Union européenne a mis un système de contrôle automatique des colis. C'est-à-dire qu'en fait, si votre colis n'a pas de numéro IOSS, la question se pose même pas, il sera flagué. Concernant ensuite la valeur, ça va permettre, par exemple, imaginez que le douanier conduise une opération de contrôle aléatoire sur votre colis. Il suffit qu'il marque votre numéro IOSS ou celui de votre fournisseur, si vous utilisez celui de votre fournisseur, et tous les autres auront une attention plus particulière et pas forcément bienveillante. Si les valeurs, si vous passez un truc à 5 balles qui en vaut 200. Donc, avant, c'était un peu n'importe nawak, et vous le savez tous, c'était la bonne époque. Aujourd'hui, ça sera beaucoup plus professionnel, quoi. Voilà, tout simplement. Est-ce que du coup on enchaîne sur pourquoi est-ce que c'est une bonne chose et comment en profiter? On en a déjà parlé pas mal, la professionnalisation du marché, le marché va arrêter d'être nivelé par le bas et au contraire va être nivelé par le haut, un marketing de meilleure qualité, une qualité produit supérieure et logiquement moins de scam, stopper la concurrence déloyale et puis arrêter effectivement de faire des business un peu one shot et essayer de structurer des business beaucoup plus long-termiste. Il y aura également des barrières à l'entrée du business qui vont en fait arrêter ce flux de jeunes entrepreneurs, comme dirait l'autre, et de polluer un peu le marché. Donc c'est plein de points positifs qui font un peu chier à encaisser. Moi personnellement, j'ai pas
vraiment stressé. Je me suis réveillé un peu à 2 semaines de la deadline en me disant, tiens, il serait peut-être temps quand même qu'on se bouge un peu le cul, de trouver des solutions viables à long terme. Mais comme tout dans la vie, en fait, c'est un nouveau système. Il va falloir s'adapter à de nouvelles règles. On approche avec les nouvelles règles et puis on continue. Comme d'hab, quoi. On donne à l'interlocuteur ce qu'il veut, tout en essayant de tirer le meilleur pour soi. Et puis on continue d'avancer. Il y a peut-être un truc qui peut être intéressant de discuter, c'est pour tous ceux qui n'ont pas encore de numéro USS, qui sont en attente de numéro IOSS, il y a beaucoup de transporteurs chinois ou d'agents chinois, etc., qui mettent leur IOSS sur les paquets. Ça va vous permettre d'envoyer vos colis à court terme. Vous allez devoir payer la TVA directement à votre transporteur. Il y a 2 écoles. Il y a, par exemple, des gens comme Incubox qui vous facturent directement la TVA qu'on doit reverser, donc la TVA collectée. Donc ça veut dire que là, vous payez 20% sur le prix de vente instantanément, ce qui devrait logiquement être le cas. Hugo nous l'a confirmé après quelques recherches. Et du coup, pour nous, au final, c'est plus simple, entre guillemets, parce qu'on a déjà reversé toute la TVA qu'on doit reverser, et sur une seule transaction. Et puis, il y a les Chinois qui minimisent les tarifs pour finalement faire passer les colis et avoir un minimum de TVA prélevé. Le risque, Hugo vous l'a déjà dit, vous l'avez compris, c'est que les numéros IOSS soient flagués, c'est que vos colis se fassent ouvrir et qu'il y ait, on se remarque que vous foutez de la gueule du monde, quoi, tout simplement. Quoi dire d'autre ? Quoi dire d'autre ? Il faut comprendre aussi que peut-être les Chinois, ils sont pas plus cons que d'autres. Ils vont peut-être vous demander la TVA plein pot et déclarer une TVA bien plus basse ensuite. Donc, effectivement, faites attention à vos partenaires en Chine aussi, ouais, ça c'est clair. Voilà, et la question. Ouais, c'est ce qu'on disait aussi, effectivement, on l'a pas dit, c'est le choix du partenaire chinois devient encore plus important qu'hier, sachant qu'il était déjà dans la professionnalisation du business, dans l'amélioration de la livraison des colis, dans l'amélioration du packaging, etc. Ce qui est un standard aujourd'hui pour les gens qui font partie de nos groupes, de nos formations et de notre tribu. Mais aujourd'hui, devient encore plus important sur ce thème de la TVA, etc. Où effectivement, si ton chinois il te met une douille et que toi t'es même pas au courant et que lui il marche sur ta tête, un jour tu te retrouves à devoir payer 2 fois la facture, ça fait mal au cul, quoi. Donc là, voilà, le mieux c'est d'avoir son propre numéro et il faut comprendre, et ça c'est la partie comment cela peut vous enrichir de payer la TVA parce qu'ils sont là pour ça. Allez, dis-nous tout. En fait, c'est la conception long terme du business. La conception long terme du business, on gagne toujours plus, certes, un peu moins sur l'immédiat, et ça c'est le problème des web entrepreneurs. Le problème c'est l'immédiateté. Ils veulent de suite aller louer la Lamborghini et mettre la Rolex au poignet. Sur le long terme... Ça a été très tentant dans ma vie, si tu savais. Ah ben j'en doute pas. Ça fait combien de temps maintenant ? Ça fait 5 ans déjà que je suis là. J'aurais pu sur une erreur de casting la mettre après 1 an. Et effectivement, ça paraissait normal, ouais. Ça paraissait normal. Tout le monde faisait ça. C'était le but du jeu, quoi. T'avais gagné tes 20 ou tes 30 000 ou tes 40 000 euros de bénéfices et t'allais en mettre 10 dans une montre pour te la jouer comme si tu étais là depuis des années et que tu avais compris les clés du truc. Mais je pense que c'est effectivement ce côté immédiateté, mais ce côté aussi facilité. Le truc, c'est que les barrières à l'entrée étaient tellement faibles, c'était tellement le Far West, entre guillemets, que tu avais l'impression que tu avais compris les clés de l'enrichissement pour toute la vie. Et puis le jour où les barrières se resserrent et que les mecs se retrouvent à bouffer du thon en boîte avec une Rolex au poignet, ils comprennent pas trop, quoi. Ah oui, non, mais ça... après, c'est pas de faire peur. Le business, là où vous allez gagner le plus, c'est lorsque vous allez revendre votre business. Et il faut comprendre qu'un business qui se revend, c'est un business qui est clean. Et ça, c'est du bon sens. J'aime bien une phrase, et les gens aiment bien les citations sur Internet. Gagner de l'argent demande du talent, le conserver demande du bon sens. C'est dans Equalizer 2. Le fait de revendre votre business, si votre business a des expositions,
personne ne va vouloir le racheter. Ou ils vont se servir de ces expositions pour vous réduire le prix. Donc ce que vous n'avez pas payé d'un côté, vous allez le payer plus cher à la revente parce qu'on appelle ça des garanties de passifs. C'est exactement comme, et ça pour le bon sens, c'est demain je vous vends ma voiture 50 000 balles, je vous dis, ben écoute, je sais pas, mais à mon avis, tu as le moteur qui va péter dans 30 km, 50 km et tu vas en avoir pour 20 000 euros. Vous allez me dire quoi? Ah, mais t'es gentil Hugo, ouais, je te l'achète 50 000 et allez, Inch'Allah, si ça passe. Non, vous allez me dire, écoute... Bah, je te l'achète 25 parce que voilà quoi. Voilà, je te l'achète 25, je te l'achète pas 30, je l'achète 25 parce qu'il y aura une... Donc, en fait, c'est toujours mieux et c'est pareil dans la vente de business. Il faut savoir que la veille du Black Friday, 2020, donc celui de l'année dernière, il y a eu une décision de justice la veille, on ne sait pas si c'était en lien avec le Black Friday, qui a légalisé en quelque sorte, la transmission de responsabilité pénale lors d'une reprise d'entreprise. C'est-à-dire que si vous rachetez l'entreprise d'un mec qui a fait le guignol, qui a fait n'importe quoi, que vous allez payer, responsable, quoi. Vous en êtes responsable pénalement. Avant, il y a quelque chose il y a un concept en droit pénal qui dit, et je ne suis pas un spécialiste du pénal, on ne peut pas être responsable du fait d'autrui. C'est-à-dire, on ne peut pas partir en tôle à cause de son voisin, par exemple. Sauf si on l'a tué, le voisin. Sauf sur le but, ouais. Mais là, aujourd'hui, il y a cette transmission, c'est-à-dire que au niveau des due deals, sur les rachats, c'est des due deals, les gens ils vont regarder avec une énorme attention. Et en fait, il faut savoir qu'un business, ça se vend selon le business, un multiple du bénéfice, d'années de bénéfice, pas de mois de bénéfice, d'années de bénéfice. Donc, la TVA que vous allez avoir économisée va rendre votre business invendable et l'exit, vous ne l'aurez pas. Tandis que vous avez des business que vous pouvez personnaliser, que vous pouvez optimiser, certes, vous gagnerez un tout petit peu moins sur le présent, mais par contre, vous gagnerez beaucoup plus à la sortie. Et toujours en faisant les comparatifs, Bernard Arnault ne s'est pas enrichi en vendant que des sacs. Il ne s'est pas enrichi en vendant que des sacs Vuitton, même avec les marges qu'il a, parce que lui, par contre, le principe de la marge, il le maîtrise. Il le maîtrise bien. La TVA aussi. Mais en soi, vous avez de l'or, et je ne suis pas en train, honnêtement, j'aurais la compétence en e-commerce de la publicité, et j'ai fait l'anecdote au tout début, qu'à chaque fois que j'ai fait de la pub, j'aurais mieux fait d'aller m'acheter une bouteille de vin, au moins j'aurais profité de quelque chose. J'aurais cette compétence-là, mais ça fait longtemps que j'aurais fait du e-commerce, et si je fais du e-commerce demain, ça sera forcément sur un modèle Amazon, où je n'ai pas besoin de maîtriser cette pub, je n'y arrive pas, ça m'énerve. Ce qui m'énerve le plus, c'est que tout le monde y arrive sauf moi, donc il y a une petite question. Après, attention, il y a beaucoup de gens qui pensent y arriver, mais encore une fois, sur quel modèle comptable? Moi, je peux te dire que de vrais et de bons médias buyers, il n'y en a pas beaucoup. Quand tu fais une pub pour un truc gratuit et que tu n'as aucune inscription, c'est un peu inquiétant. Oui, bon, là, tu pousses un peu le bouchon, ouais, c'est sûr. Ah, là, je pousse mémé dans les orties moi-même. Là, tu pousses mémé dans les orties. Et vous avez des business qui peuvent se bâtir sur ça avec, on va pas dire une certaine passivité, parce que je ne crois pas au revenu passif dans le business. Ça, c'est pour vous vendre une formation, généralement. Mais en soi, vous avez un actif qui est valorisable et vous avez une expertise et vous pouvez faire énormément de choses avec cette expertise. Vous pouvez vous servir de cette expertise pour acheter une boîte qui n'est pas présente sur Internet. Demain, un mec qui sait bien faire du dropshipping, de l'Amazon FBA, qui a une expertise, qui a un business qui est valorisé, monter un dossier de financement pour reprendre une boîte 30-40 millions d'euros, avec cette expertise, vous allez le faire. Si votre business il est foireux à la base, personne ne va vouloir vous suivre. Personne ne va vouloir vous suivre. Ouais, et ça, c'est que du bon sens. C'est le long terme, c'est le next step, c'est sortir un peu de sa grotte et voir la vraie valeur de ce qu'il y a sans essayer de grappiller 10 pour 1 ou 20 points comme un clochard. Tout ça pour dire, et je pense pour clôturer, c'est voilà, quand il y a une promesse un petit peu trop sexy, voire douteuse de gains court-termistes, fuyez, pauvre fou,
comme le disait notre cher ami Gandalf. Le meilleur conseil, je pense, que je pourrais vous donner à travers cette masterclass, les amis, c'est faites-vous accompagner par de vrais professionnels qui ont une vision long terme du business, ce qu'est l'entrepreneuriat, c'est-à-dire un marathon et non pas un sprint pour essayer de gagner un maximum d'argent sur le court terme, mais bien d'être là dans 20, dans 30 ou dans 40 ans. La formation dédiée à la TVA est 100% disponible juste en dessous dans le lien. Vous avez les récaps de cette vidéo qui sont dans une petite formation gratuite que Hugo vous a mis. Et il y a un programme complet qui s'appelle comment, Hugo ? Le TVA Optimizer. TVA Optimizer, comment optimiser sa TVA de façon 100% légale. Tous les meilleurs conseils, tips, montage, structure, tout ce que vous voulez. C'est dans la formation d'Hugo que je ne peux que vous recommander. En plus d'avoir l'expertise d'Hugo, vous aurez l'expertise, comme il vous l'a dit tout à l'heure, et les retours d'expérience de tout le groupe qui va faire évoluer et faire avancer la formation. Si aujourd'hui vous cherchez vraiment à développer un business pérenne, long terme et puissant, certainement le meilleur conseil que je puisse vous donner avec mon associé, on a pris carrément un abonnement, un membership chez l'avocat. C'est nouveau, mais effectivement, un des meilleurs investissements certainement, et je vous confirmerai ça dans les années à venir, parce qu'à un moment donné, faut jouer en fait dans la cour des grands, quoi. Quand tu vas avoir des résultats de grands, faut arrêter de jouer avec ton caca, comme dirait l'autre. Est-ce que je peux finir avec une petite anecdote? Plaisir. Je fais une vidéo sur Bernard Arnault, donc que vous connaissez tous, PDG de LVMH, qui en décembre a été nommé comme entrepreneur de la décennie 2010-2020. Plus grosse capitalisation française. Et quand on lui a demandé ce que lui faisait ça, qu'est-ce que ça lui faisait d'être l'entrepreneur de la décennie, il a répondu avec simplicité et rapidité. Moi, ce qui m'intéresse, c'est les 10 ans à venir. Et cette réaction, ça veut tout dire. Alors qu'il a 60 berges passées, quoi. Qu'il a 72 ans. Il a 72 ans, 72, Bernard Arnault. Putain. Et qu'il a 150 milliards, quoi. Donc, il n'a plus besoin de travailler. Mais le long terme, il n'y a pas de secret. Moi, j'aime bien dire, arrêtez d'être des web entrepreneurs, devenez des entrepreneurs du web. Oh là là. C'est beau, c'est beau. Hugo, le roi de la punchline, les amis. Si vous voulez plus de citations d'Hugo, dites-le nous dans les commentaires, laissez un énorme like. En tout cas, voilà, envoyez un maximum de soutien en dessous de cette vidéo, des likes, des commentaires, de la visibilité. Partagez cette vidéo à tous vos potes qui font de l'e-commerce et qui ont besoin de voir tous ces conseils. Mettez votre email pour récupérer toutes les informations gratuites que Hugo vous a partagées. Achetez le programme TVA Optimizer si vous cherchez à cadrer votre business d'un point de vue TVA, d'un point de vue organisationnel. Ça a été un step important pour nous en 2021 et c'est certainement ce qui va nous donner l'opportunité également d'atteindre notre objectif 1 million d'euros par mois, parce qu'à un moment donné, quand on veut des résultats de grands, on peut plus jouer avec son caca dans le bac à sable. Voilà. Merci beaucoup Hugo d'être venu partager avec nous. Je vais te laisser le mot de la fin avec certainement une expression de très mauvais goût dont tu as la recette. Je reprendrai une citation de mon boss. Le point commun entre tous vos échecs, c'est vous. C'est pas mal ça. En informatique, en général, on dit que le problème, en général, il est entre l'écran et la chaise. Sur ce, les amis, on se laisse. Cliquez dans le lien dans la description. Laissez votre email, récupérez les informations gratuites. Achetez TVA Optimizer. On se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Laissez un like, abonnez-vous à la chaîne YouTube. Et merci beaucoup encore Hugo d'être venu partager ton savoir, tes connaissances avec nous en in extremis. Sur ce passage de la TVA. À très bientôt dans de prochaines aventures. Hugo, certainement à très bientôt dans un prochain épisode avec cette mise à jour. Et on te souhaite encore de longs débats sur le net et sur ces thèmes de la fiscalité et du droit. Merci à toi en tout cas de continuer de venir éclairer nos petites lanternes. Et à bientôt tout le monde. Ciao, ciao.